Dès que le coup d'envoi d'une grande compétition internationale résonne, le monde entier retient son souffle. On vibre tous au rythme du ballon rond. Mais derrière cette immense ferveur populaire se cache parfois une réalité bien plus sombre. Aujourd'hui, on ouvre un dossier d'investigation pour comprendre comment ce sport a pu être littéralement confisqué par des régimes totalitaires, pour en faire une arme de manipulation massive. Dans ce décryptage, on va plonger dans les coulisses géopolitiques de deux Coupes du Monde qui font froid dans le dos. L'Italie fasciste de 1934 et l'Argentine de la junte militaire en 1978. Alors, une question fondamentale se pose. Le football est-il vraiment neutre? On aimerait tous croire au mythe du sport totalement apolitique, n'est-ce pas? Sauf qu'accueillir un événement d'une telle ampleur, c'est envoyer un message géopolitique très clair. C'est affirmer la force et la validité d'un modèle d'État. C'est l'essence même de ce qu'on appelle le soft power. Et quand ce pouvoir atterrit entre les mains d'une dictature, le terrain se transforme très vite en une redoutable machine de guerre idéologique. Ce qui nous amène à un concept clé en sciences politiques, le sport-washing. L'objectif de cette pratique est d'utiliser l'éclat et le prestige du sport pour nettoyer une réputation entachée de sang. En gros, blanchir ses crimes sous une pluie de confettis. Ces régimes autoritaires cherchent une légitimité sur la scène internationale et le sport offre la couverture parfaite. C'est la grille de lecture absolument indispensable pour décrypter les actions de l'Italie dans les années 30 et de l'Argentine dans les années 70. Première partie de notre analyse, le mythe du sport apolitique. Quand on décortique les motivations de ces États, on découvre des stratégies bien distinctes. D'un côté, en 1934, Benito Mussolini veut forger ce qu'il appelle l'homme nouveau. Pour le Duce, le fascisme doit s'incarner dans un corps sportif et martial. La Coupe du Monde, c'est tout simplement la vitrine de cette supériorité fantasmée. De l'autre côté, en 1978, le général Jorge Videla a lui un besoin vital de faire diversion. L'Argentine subit alors une guerre sale sanglante contre les opposants politiques. Le tournoi agit comme un immense écran de fumée pour projeter une illusion de paix alors que le pays traverse une crise économique majeure et se trouve à feu et à sang. Ce qui nous plonge au cœur de la machine de propagande dictatoriale. En 1934, le plan d'action de Mussolini est d'une précision chirurgicale. Jugez plutôt, les joueurs de l'équipe nationale se retrouvent dans des camps d'entraînement quasi militarisés. Sur le terrain, l'ordre est strict. Le salut fasciste est obligatoire. Et l'embrigadement va bien au-delà des sportifs. Il touche l'architecture même. Des stades immenses sont rebaptisés, comme celui de Turin qui devient le stade Benito Mussolini. Sans parler des 300 000 affiches de propagande qui tapissent les villes. Le message est sans équivoque. Le football est la propriété exclusive de l'État. Si on compare la propagande visuelle, l'Italie fasciste opérait dans une vraie démonstration de force explicite et martiale, avec l'hymne fasciste qui résonnait dans les travées. En Argentine, 40 ans plus tard, l'approche se fait beaucoup plus insidieuse. Le logo même de la compétition s'inspire secrètement du salut emblématique de l'ancien président Juan Perón pour tenter de capter une ferveur populaire préexistante. Et dans les tribunes présidentielles, la junte en uniforme observe, orchestrant les foules pour renvoyer au monde entier l'image d'un peuple parfaitement uni derrière ses généraux. Abordons maintenant un aspect effroyable, la répression derrière la célébration. C'est sans doute l'une des réalités géographiques les plus glaçantes de l'histoire du sport. L'Estadio Monumental de Buenos Aires, théâtre de la finale de 1978, se trouvait à quelques rues seulement de l'ESMA. L'ESMA, c'était le pire centre de torture clandestin du régime. Pensez-y un instant. Pendant que des dizaines de milliers de supporters hurlaient de joie, des opposants politiques étaient atrocement torturés dans des sous-sols à quelques centaines de mètres de là. Certains rescapés ont même témoigné pouvoir entendre les clameurs du stade depuis leurs cellules. Ce contraste insoutenable, c'est l'incarnation absolue du sport washing. Parce que la réalité cachée de 1978, c'est celle des disparitions massives. La junte orchestrait la disparition de milliers de citoyens, les fameux desaparecidos. Journalistes, prêtres, syndicalistes, tous purgés dans le plus grand secret. Face au climat de terreur absolue, de grandes campagnes de boycott s'organisent. Amnesty International lance un slogan choc. Lorsque vous applaudirez le 11 de France, les acclamations couvriront les bruits des personnes que l'on torture. La tension est telle que Michel Hidalgo, le sélectionneur français, survit à une tentative d'enlèvement avant le départ. Et pourtant, la FIFA maintient le tournoi, scellant un véritable pacte de silence. Et sur le terrain, passons à l'arbitrage et aux pressions politiques. Les témoignages historiques révèlent l'impensable. En 1934, pour le régime fasciste, la défaite n'est tout simplement pas une option. Selon les récits de l'époque, l'ordre transmis aux joueurs italiens avant la finale tenait en une phrase « Gagnez ou vous êtes mort ». Que ce soit une menace littérale ou une forme de pression psychologique extrême, le constat est terrifiant. Ces hommes n'étaient plus des sportifs, c'étaient des soldats envoyés au front pour la gloire de l'État. Faisons un saut en 1978 et gardons ce chiffre mathématique crucial en tête, 4. Pour atteindre la finale, l'Argentine devait impérativement battre le Pérou par un écart de moins 4 buts. Un défi absolument monumental, surtout face à une défense péruvienne réputée pour être intransigeante.
Sauf que ce qui s'est passé ce jour-là relève du dossier d'enquête. L'arbitre français de la rencontre, Robert Wurtz, a lui-même témoigné de l'effondrement inexplicable de la défense péruvienne. Il a déclaré « En 5 minutes, il y avait déjà 4-0. J'étais obligé de faire confiance au juge des touches. » Le match se solde par un 6-0. La facilité surréaliste des buts argentins et les décisions litigieuses ont immédiatement jeté un lourd voile de suspicion sur l'intégrité du match. Et c'est là que le sport s'enlise dans les ténèbres de la géopolitique. Les historiens étudient un contexte particulièrement troublant, un arrangement secret entre les deux dictatures, via le tristement célèbre plan Condor. Selon ces enquêtes, l'Argentine aurait livré d'énormes quantités de céréales au Pérou et accepté de faire disparaître des opposants politiques péruviens exilés. Tout ça en échange des buts nécessaires sur le terrain. Une collusion effroyable où des vies humaines auraient servi de monnaie d'échange. Les manœuvres de l'ombre s'intensifient encore plus pour les finales. En 1934, fait hallucinant, l'arbitre suédois Ivan Eklund dîne en tête-à-tête avec Mussolini la veille du grand match. Résultat, un arbitre jugé particulièrement permissif envers la violence italienne. En 1978, face aux Pays-Bas, l'Argentine utilise d'autres méthodes. Ils retardent volontairement leur entrée sur le terrain pour laisser le public chauffé à blanc intimider les Européens. Ensuite, les officiels exigent violemment qu'un joueur néerlandais retire un bandage qu'il portait pourtant depuis le début du tournoi. De la pure guerre psychologique. Ce qui nous amène à examiner de plus près le prix humain du triomphe. L'analyse des remises de trophées est vraiment édifiante. En 1934, Mussolini éclipse totalement la FIFA en instaurant son propre trophée, la Coppa dei Duce, qui est 6 fois plus imposante uniquement pour célébrer le fascisme. En 1978, le général Videla savoure son triomphe en remettant fièrement la coupe. Mais un acte de résistance silencieux vient perturber le protocole. Conscients de la tragédie qui se joue dans le pays, les joueurs néerlandais vaincus boycottent carrément la cérémonie. Un refus d'image retentissant face au régime. Replongeons-nous dans la chronologie pour bien saisir la futilité à long terme de cette propagande. Le Mondial 78 n'est qu'une brève parenthèse dans une période de terreur amorcée en mars 1976 par le coup d'État. Les appels au boycott sont ignorés, l'euphorie de la victoire masque les disparitions massives, mais l'illusion ne dure pas. En 1983, la dictature s'effondre sous le poids de ses échecs, exposant au grand jour toutes les atrocités commises pendant que le ballon roulait. L'histoire laisse des traces indélébiles. L'architecture écrasante laissée par le fascisme imprègne encore certains paysages sportifs en Italie. Et en Argentine, la mémoire insoutenable des desaparecidos hante toujours les abords du Monumental. Ces victoires confisquées sont le rappel tragique que le sport, lorsqu'il est instrumentalisé, devient la vitrine des pires régimes. Le véritable prix de ces compétitions, c'est malheureusement payé en vies humaines. Alors, pour conclure cette analyse, une question cruciale s'impose pour l'avenir. Alors que les grands événements sportifs continuent d'être attribués à des régimes très controversés, le monde a-t-il réellement tiré les leçons de 1934 et de 1978 ? La machine politique qui se cache derrière le spectacle pourra-t-elle un jour être véritablement démantelée ? Ou le sport est-il condamné à rester la machine de blanchissement géopolitique la plus efficace au monde ? C'est une réflexion critique indispensable pour quiconque observe les rouages du pouvoir. Merci d'avoir suivi cette enquête documentaire.